Voici de nouveau l'exercice avec un point A qui est 0, 2, moins 1. Une droite D qui est donnée sous forme d'équation coutumière qui est x plus 1 sur 3 est égal à y moins 1 sur 2 égale z moins 1. Et l'équation paramétrique découlant de l'équation coutumière. Ça, c'est l'équation dont on éliminait le paramètre k et on a une triple égalité en fait. Voilà. C'est tout simplement que ça, quand on écrit x plus 1 sur 3, ça équivaut à k. Ça équivaut aussi à y moins 1 sur 2 est égal à k. Et z sur moins 1 est égal à k. Bon, vous comprendrez que on a isolé le paramètre k pour en faire trois équations, une triple équation. En égalant tout ça, en faisant x plus 1 sur 3 est égal à, puisque c'est le même paramètre, y moins 1 sur 2 est égal à z sur moins 1 pour obtenir ce qu'on appelle l'équation coutumière. L'équation coutumière. Voilà. Alors, l'exercice là, c'est de chercher la distance du point A à la droite D. Elle est ici. Elle a pour équation coutumière celle-ci, cette équation-là. Cet exercice a déjà été résolu de deux manières différentes, par deux méthodes. Une méthode qui est une méthode automatique par GeoGebra, qui s'est fait très rapidement. C'est juste une application, je veux dire, des règles de GeoGebra pour arriver à ses fins. Alors que une deuxième méthode a été une méthode manuelle, dans laquelle j'ai travaillé avec l'équation paramétrique, qui est ici. Ceci, x plus 1 sur 3, x plus 1 égale à k, ça fait x plus 1 égale 3k. x plus 1 égale 3k. Donc x égale 3k moins 1. Y moins 1 sur 2 égale k, ce qui équivaut à y moins 1 est égal à 2k, donc y est égal à 2k plus 1. Z est égal à moins k. Voilà, donc ça c'est l'équation paramétrique. L'équation paramétrique, et ça c'est l'équation coutumière. Bon, auparavant j'avais travaillé pour chercher la distance d'un point A à la droite avec l'équation paramétrique. L'équation paramétrique. C'est-à-dire que bon, on a la droite D, on a la droite qui est là, D, on a le point A, on demande la distance du point A à la droite. Eh bien, là on a une distance, on a plein de distances, ça c'est évident, on a plein de distances qui séparent la droite du point A, mais il y a une distance la plus courte possible qui est entre la droite et le point A, qui est la distance perpendiculaire à la droite. Alors comment établir ça au niveau cartésien quand on a mis un repère XY, O, X, Y, Z, c'est-à-dire un repère R? Eh bien, c'est de travailler à l'aide d'un plan. On va mettre le point A dans un plan. On va inclure le point A dans un plan pour lequel ce plan a un vecteur directeur de la normale au plan égal au vecteur directeur de la droite. Voilà. Et en ceci, on a déjà AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Bien, on a, connaissant le vecteur ici de la direction de la droite, eh bien, on a la direction de la normale. Et la direction de la normale, si on a l'équation cartésienne du plan pi, eh bien, les vecteurs directeurs ici, on connaîtra A, B, C. Et alors, à ce moment-là, on fait passer par le point de passage A pour trouver le D. Et ça, c'était la méthode numéro 2. Méthode numéro 2. Parce que je crois que la méthode numéro 1, c'était la méthode automatique. Voilà, et là, c'est la méthode manuelle. Bon, alors, auparavant, j'utilisais donc une équation paramétrique de la droite. Et je recherchais le point de percée de la droite sur le plan pi. Et une fois que j'ai le point de percée, que j'appelais le point C, je cherchais la distance AC. La distance AC. Enfin, le point de percée était plutôt là, parce que il sera d'office perpendiculaire. La droite va percer à un endroit où j'aurai une distance perpendiculaire entre C et A. C et A est perpendiculaire par rapport à la droite. Voilà, bon, cette méthode-là, elle avait déjà été faite auparavant, établie. Je reviendrai plus là-dessus, si ce n'est que maintenant, je vais utiliser une autre méthode. Et je vais faire plus ou moins la même chose, si ce n'est que je ne vais pas, quand je dis autre méthode, je ne vais pas utiliser, c'est la même chose, hein. C'est la même méthode, mais vu que je vais utiliser des équations différentes, ici j'ai utilisé des équations de la droite au niveau paramétrique. Maintenant je vais utiliser l'équation de la droite vue comme l'intersection de deux plans. Donc
j'aurai le plan pi qui est ax plus by plus cz plus d, et la droite d. Mais la droite, je vais l'établir comme une équation vue comme l'intersection de deux plans. Alors pour ça, donc je vais rechercher l'équation du plan, hein. C'est pas un problème. Je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo. Voilà, il suffit d'aller chercher les paramètres directeurs de la droite, 3, 2, moins 1. Et comme je viens de dire que le paramètre directeur de la droite et la normale au plan au même vecteur directeur, donc le plan normal a comme vecteur directeur 3, 2, moins 1. Enfin, le plan, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Comme la droite a une direction qui est 3, 2, moins 1, ben, la normale au plan aura des composantes 3, 2, moins 1 aussi. 3, 2, moins 1. Et 3, 2, moins 1, ce qui veut dire que l'équation cartésienne a besoin des composants de la normale qui sont justement ces fameux ABC. Voilà, donc ces ABC valent exactement ciblés 3, 2, moins 1, qui sont les composants du vecteur directeur de la droite, mais aussi le vecteur normal du plan. Et le vecteur normal du plan, c'est A, B, C. Donc A vaudra 3, 2 et moins 1Z. Voilà, je les retire tout simplement d'ici, parce que le vecteur directeur de la droite ici est parallèle au vecteur normal. Donc ils ont même vecteur de composante, même composante. Donc c'est ici qu'on place dans le ABC, dans l'équation cartésienne, on place le vecteur normal. Ah, voilà. Alors pour chercher le D, je vais le faire passer par le point A, qui est un point du plan. Le point A qui est 0, 2, moins 1. Donc, je vais le faire passer par le point 0, 2 et moins 1 pour trouver le D égale 0. Là je trouve 4. 4. Attention que le Z il vaut moins 1. Moins 1, c'est qui fait plus 1, ce qui fait, voilà, égale 0. Je trouve D égale moins 5. Voilà. Et ça, on l'avait déjà trouvé auparavant. Hein. Bon, ça devient, je veux dire, du recopiage, parce qu'en fait, je l'avais déjà fait dans une vidéo précédente concernant la méthode précédente. Ça ne changerait rien. Enfin, ça ne change rien jusqu'à présent au niveau de la méthode. Hein. Je vous ai dit que ce qui va juste changer, c'est parce que je vais utiliser l'équation de la droite, non plus sous forme de paramétrique, mais sous forme de l'intersection de deux plans. Alors, l'intersection de ces deux plans, c'est exactement... Je vais former l'équation maintenant. Avec comment faire ça en utilisant l'équation coutumière ou l'équation paramétrique. Hein, mais je vais utiliser l'équation coutumière en utilisant celle-ci et celle-là. Donc ça veut dire que j'ai 2x, je vais former une équation avec ces deux-ci. 2x plus 2 est égal à 3y moins 3. 2 fois x plus 2 est égal à 3y moins 3. Donc, voilà, 2x plus 2 est égal à 3y moins 3. Et la deuxième, je vais le former avec cette équation aussi, cette équation-là. Ça veut dire x plus 1 fois moins 1, ce qui fait moins x moins 1. Moins x moins 1 est égal à z fois 3, est égal à 3z. Voilà, maintenant je remets tout, je veux dire, pour avoir ax plus by plus c, donc j'ai... Alors, le moins 3 va passer de l'autre côté, ce qui fait plus 5, donc j'ai 2x moins 3y, tout va passer à gauche, égal à 0 bien sûr, 2x moins 3y plus 5 égale 0. 2x plus 3y plus 5 égale 0. Voilà l'équation de mon premier plan qui va faire intersection avec l'autre plan pour avoir l'équation de la droite. Voilà. Alors, maintenant, je me demande si je me suis pas trompé ici. C'est 2x
plus 2, 3y qui passe l'autre côté, c'est moins 3y. Hein. 3 fois y, c'est moins 3y. Moins 3, il passe l'autre côté, ça fait plus 3. Donc plus 3, ça fait plus 5, donc c'est moins 3y. Je me suis trompé sur l'insigne. Heureusement que je viens de le voir. Moins 3y. Faisons l'autre maintenant. L'autre, c'est x plus 1 fois moins 1, ce qui fait moins x moins 1. Moins x moins 1, il est là. Et z fois 3, ça fait 3z. J'aurais pu prendre ces deux-ci, hein, pour former une équation. Hein. Peu importe, j'ai pris ces deux-ci et ces deux-là. Voilà, donc ce qui fait 3z. Donc, x moins x moins 3z moins 1 égale 0. Moins x moins 3z moins 1 égale 0. Donc, moins x moins 3z égale 0. Bon, voilà, donc j'ai l'intersection de deux plans qui me donne une droite. Bon, et là, ces deux-ci forment une droite, et l'intersection de la droite avec le plan me donne un point, qui est le point de percée C. Donc D inter pi, c'est égal au point de percée C, si vous voulez. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que ici, l'intersection de trois plans me donne un point de percée. L'intersection de trois plans me donne un point de percée. Voilà. Alors, l'intersection de trois plans peut me donner un point. C'est le cas ici. Par exemple, les deux premiers me donnent une droite, et cette droite-là avec le plan me donne un point. Donc j'ai bien un point de percée. Alors maintenant, je vais tout mettre sous forme. On va résoudre ce système-là par la méthode de Gauss-Jordan. Je dis bien Gauss-Jordan parce qu'il n'y a pas que Gauss. Hein, beaucoup disent la technique de Gauss, mais c'est la technique de Gauss-Jordan. Alors pour ça, je vais écrire le x comme ceci, le y comme ceci, et le z comme ceci. On va marquer le terme indépendant comme ceci. Alors, le x, il vaut 3, le y, il vaut 2 pour le plan pi, et le z, il vaut moins 1, et le terme indépendant, il vaut moins 5. Non, je vais le faire passer de l'autre côté, le terme indépendant, il va devenir plus 5. Ouais, je vais faire égal à moins 5. Hein. Voilà, je vais faire plutôt ça. Égal moins 5. Donc, j'ai bien... égal plus 5. Il était égal à moins 5, donc je fais passer de l'autre côté. Donc, il vaudra plus 5. Donc de l'autre côté, c'est plus 5. Alors, maintenant, celui-ci, le deuxième, il vaudra 2x moins 3y plus 0z égale, il passe l'autre côté, et ça fait moins 5. Égale moins 5. Donc ici c'est égal à 5, ouais, ici c'est égal à 5, bien sûr. Si j'avais moins 5, il passe de l'autre côté, ça fait 5. Mais là, j'ai plus 5, il passe de l'autre côté, ça fait moins 5. Donc j'ai moins 5 en termes indépendants. Le dernier, j'ai moins 1, moins 3, moins 1 en x. Moins 1 en x. Moins 1 en x. 0 en y et moins 3 en z. Et il passe de l'autre côté de du signe égal. Moins 1 devient égal à 1. Voilà. Donc, et je vais résoudre ce système. Et en résolvant ce système, je vais trouver le point de percée. Je vais trouver le point de percée. Alors là, c'est un système de technique de Gauss-Jordan qui est une technique bien spécifique. Voilà, c'est comme si on avait un système matriciel. Là, j'ai la ligne 1, la ligne 2 et là, la ligne 3. Alors, tout va bouger, hein, toutes les lignes vont bouger. Sachez que chaque fois que je vais résoudre ça va se faire par étapes, ça il faut le savoir, ça va se faire par étapes. Chaque fois que je veux résoudre, le but c'est d'avoir 1, 0, 0, 0, de telle manière ici, ce qui reste, une inconnue est égale à un terme indépendant, donc je sais trouver l'inconnu z, et remonter de telle manière à avoir encore un 1. Si j'avais 2 0, ici j'avais un 0, si je connais celui-ci, mais je peux trouver celui-là, puisque ces deux-ci sont connus, donc je peux trouver celui-ci, et après on peut trouver tout le restant, hein, on peut trouver le x. Enfin le restant, c'est le x, il reste plus que le x. Donc on va remonter une chaîne si vous voulez, on va chercher le z, le y et le x par une technique du pivot. Mais sachez que là, il y a une solution qu'on ne va pas trouver tout de suite, hein, parce qu'on va le faire par étapes. C'est ça le but de la technique, c'est le faire par étapes. Mais sachez que la solution de cette étape-ci vaudra la solution de l'étape suivante. Et la solution de l'étape suivante, elle est toujours la même. C'est toujours la même solution. Là, je pourrais déjà trouver la solution de ceci. Et la solution, je veux dire, elle est bien définie. Alors maintenant, je vais vous donner un site
un site que je vais partager avec vous. Bon, si vous n'avez pas envie de le faire, je veux dire, de cette manière-là, vous allez sur WIMS, W-I-M-S, vous allez sur W-I-M-S, WIMS, comme ceci, .unice, unice.fr, et là, vous mettez un slash WIMS. EGI, CGI, je m'excuse, CGI, je crois que c'est CGI, voilà, wims.cgi. Bon, et là, vous rentrez dans ce site-là, et qu'est-ce que vous faites? Vous calculez les matrices comme vous en avez envie, c'est-à-dire ici, par exemple, vous utilisez le solveur linéaire en matrice, tel que on est à x égale b, par exemple. Vous entrez la matrice A, la matrice A, c'est la matrice des termes indépendants, bien sûr, le B, et le A, par exemple, dans A, vous allez mettre 3,2, moins 1, 2, moins 3, 0, moins 1, 0, moins 3. Vous fermez la matrice, bien voilà, et puis égal. Et là, dans la matrice B, vous mettez 5, moins 5,1. Vous mettez 5, essayez ceci, si ça ne va pas avec ceci, vous mettez 5, moins 5, 1. Voilà. Donc c'est des virgules, c'est une 3 x 3 et vous élevez ceci. Voilà. Et lui il va vous le résoudre tout de suite, hein, à l'instant. Par contre, moi je vais le faire par étapes, je vais le faire manuellement. Voilà. Alors, le but c'est d'avoir un 1 ici. Alors, comment faire pour avoir un 1 à ce niveau-là? Eh bien, on va chipoter, enfin chipoter, on va regarder en modifiant L1. Alors L1, on va le modifier. Comment modifier L1? Eh bien, si on regarde bien, on peut avoir 1 avec celle-ci, la ligne 1. Je fais la ligne 1, va devenir 3 moins 2, c'est-à-dire la ligne 1 moins la ligne 2. Je vais faire la ligne 1 moins la ligne 2. En faisant ça, je peux avoir, mon seul objectif, c'est d'avoir un 1 ici. Le restant, je m'en fous. Du moment que j'ai un 1 ici, j'ai mon pivot. À partir de là, je peux démarrer. Bon, alors, c'est la technique de Gauss-Jourdain, méthode du pivot. Je vous ai dit que bon, les solutions de cette matrice-là est valable pour notre matrice, pour autant qu'il y a des combinaisons linéaires. Hein. Tant qu'il y a des combinaisons linéaires, il n'y a rien qui change au niveau des solutions. Hein. Il n'y a rien qui change. Hein. La prochaine étape, vous allez voir que je vais obtenir une autre ligne, et cette autre ligne, je peux même changer des lignes si je veux. Hein. Je peux changer des lignes. Voilà. Si je change de ligne, il n'y a rien qui va changer. Je veux dire, il y a, le calcul voilà, des solutions sera toujours identique. Voilà. Alors maintenant, la première étape, je vais essayer d'obtenir en faisant L1 moins L2. Si je fais celle-ci moins celle-ci, 3 moins 2, eh bien j'obtiens déjà 1 ici. J'obtiens mon pivot 1. Alors maintenant, je vais faire 2 moins 3, ce qui fait 2 plus 3, ce qui fait 5. Ensuite, je vais faire moins 1, moins 0. Moins 1, moins 0, ce qui fait moins 1. Moins 1, moins 0, ce qui fait moins 1, ça reste moins 1. Moins 1, moins 0, ça fait moins 1. Alors, 5 moins 5, là, on obtiendra 10. 5 moins 5, c'est qui fait 10. Voilà, ça c'est pour la première ligne. Bon, la première ligne, elle a changé, elle est devenue, voilà comment elle est devenue L1. Voilà comment elle est devenue L1. Bon, maintenant, ce que je vais rechercher, je vais essayer d'avoir un 0 ici. Alors, pour ça, je vais faire là, je vais faire, pour avoir 0, je vais faire 2 fois la ligne 1, la ligne 2. La ligne 2 va devenir 2 fois la ligne 1 moins la ligne 2. Alors, une fois 2, 2 moins 2, ça fait 0. Là, j'ai obtenu mon 0. C'était le plus important. Mais tout le restant, bien sûr, doit être
valable, hein, doit être voilà, en rapport de combinaison linéaire par rapport à ça. Donc, ce qui fait 2 fois 5, 10, 10 moins 3, ce qui fait 13. Moins 3, ça fait plus 3, hein, ça fait 10 plus 3, ce qui fait 13. Alors, moins 1 fois 2, moins 2, moins 0, ce qui fait moins 2. Et 10 fois 2, 20, moins 5, ce qui fait 25. 25. Voilà comment est évoluée l'équation. Donc 0, 13, moins 2, 25. Je rappelle que les solutions de la matrice précédente sont les solutions de, si vous voulez, de cette matrice-là. Hein. Je vous ai expliqué que n'y a rien qu'à changer jusqu'à présent. Au niveau des solutions, elles sont toujours les mêmes. Les solutions sont toujours les mêmes. Voilà, ça c'est pour obtenir L2. Bon, L2, c'est ceci. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer d'obtenir un 0 ici. Alors pour obtenir un 0, L3, je peux faire L1, L1 plus L3. Si je fais L3 devient L3 plus L1, mais moins 1 plus 1 plus 1, j'aurai un 0 ici. Donc c'est assez simple. Donc moins 1 plus 1, ce qui fait 0. Vous pouvez vérifier à chaque étape que vous avez bien les solutions via, je veux dire, votre calculatrice ou via voilà, un solveur en ligne ou peu importe, un solveur matriciel ou peu importe, solveur linéaire, matriciel en ligne ou peu importe. Vous pouvez regarder chaque étape si chaque étape est bonne. Hein. Bon, ça se vérifie chaque étape. Hein, bon, parce que bon, si vous arrivez à la fin que vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé, vous recommencez. Donc allez prendre un solveur en ligne et vous regardez pour chaque ligne si chaque ligne est bonne. Donc L3 plus 1, ça fait moins plus 1 moins 1, 5 plus 0. On retrouve 5 ici. 5 ici, moins 1, moins 3, moins 4, et 10 plus 1, 11. Voilà. Voilà, donc j'ai une nouvelle ligne, et là, c'est très bien d'avoir 2 zéros. Le but, c'est d'avoir un triangle de 0 ici. J'ai presque ce fameux triangle de 0. Il me reste plus qu'un 0 ici, j'aurai une triangularisation de 0. Alors, maintenant, comment éliminer celui-ci? Bien, je vais prendre la ligne L3, va devenir... on va prendre 5 ici, 5 fois 5 moins, donc ce sera L3 moins L3 moins L2 fois 5 treizièmes. Pourquoi 5 treizièmes? 5 treizièmes parce que je vais faire tomber le 13, il va rester 1. Et une fois 5, 5, j'aurai 5 ici, et si je fais celui-ci moins celui-là, j'aurai 0. Donc c'est 5 treizièmes de L3 moins L2 fois 5 treizièmes. Voilà. En faisant ça, j'ai bien une triangularisation de 0. Bon, le premier, c'est même pas la peine de regarder, parce que dès qu'on a un 0 ici et un 0 là, hein, que je fasse 0, L3, il vaut déjà 0, L3. Alors là-bas, j'aurai quelque chose fois 0, j'aurai toujours 0, et 0 moins quelque chose, ou 0 plus quelque chose, fait toujours 0. Donc voilà. Donc ici, ça ne changera pas. Dès que vous avez 2 0, bon, il n'y a rien qui changera. Par contre, ici, il faut obtenir un 0, et on l'a obtenu grâce à ça. Maintenant, toute la ligne doit être combinaison linéaire de par rapport à la formule donnée ici. C'est-à-dire que je dois reprendre le moins 2, L3 vaut moins 4, moins L2 il vaut moins 2, fois 5 treizièmes, ce qui fait moins 4 plus 10 treizièmes. Voilà, moins 4 c'est fois 13, si je mets tout en treizième, moins 4 fois 13, 4 fois 3, 12, 12, et 40 plus 12, moins 52 plus 10, ce qui fait moins 42 treizièmes. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec moins 42 treizièmes. Donc moins 42 treizièmes. Alors maintenant, je vais faire le calcul avec le 11. Et j'en terminerai ici avec la ligne. C'est la dernière ligne de toute façon. Et c'est la dernière valeur à calculer. Donc L3 il vaut 11.
11 moins L2 qui vaut 25 fois 5 treizièmes, ce qui fait 13 fois 11, 143 plus 1, 143. Ah, il suffit d'écarter le 3 et 1 et faire 3 plus 1, ça fait 4. Donc ça fait 40, 143. Moins 25 fois 5, 125. Et là, je suis en treizième. 140, 125 pour arriver à 130, ce qui fait 5. Pour arriver à 143, ça fait 13. 13 plus 5, ce qui fait 18 treizièmes. Voilà, j'ai 18 treizièmes. Alors, maintenant, ce que je vais faire comme opération, pour simplifier encore la chose, le treizième ne me dérange pas. Je vais faire une dernière opération. Je vais faire que L3 va devenir L3 fois 13. Ainsi, je multiplie toute la ligne par 13. Donc, je vais me retrouver avec moins 42 et 18. Voilà. Et là, j'ai tout désormais. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Moins 42Z égale 18. Donc, Z égale 18 sur moins 42. Si je divise par 2, ce qui fait moins 9 21e, encore, enfin par 2, et par 3, ce qui fait moins 3 septième. Voilà la solution. Z vaut moins 3 septième. Alors, maintenant, le Y. Le Y que vaut le Y, sachant que le Z vaut moins 3 septième. J'aurai... c'est bien que 13Y est égal à 13Y moins 2Z égale 25. 13Y moins 2Z égale 25. Mais Y, Z, il vaut moins 3 septièmes, ce qui fait moins 2 fois moins 3 septièmes. 13Y égale 25, ce qui fait 6 septièmes. 13Y, on a plus 6 septièmes. Voilà, 25. Ouais, ça demande du calcul. Hein. 6 divisé par 7. Voilà, je vais faire 25 fois 7. Voilà, ça divisé par 7. Ça fait 27. Là, j'ai 27. Donc, j'ai 27 treizièmes, si vous voulez. Y vaut 27 treizièmes. Y vaut 27 treizièmes. Alors, 27 divisé par 13, ça fait combien? hmm. 13Y. Bon, on a la valeur Y. Donc, comment ça se fait que... Bon, Z, il vaut moins 3 septièmes. Moins 3 septièmes, fois moins 2, moins 6 septièmes, égale 25. Y moins 6 septièmes égale 25, ce qui fait 13Y égale 25 plus 6 septièmes, 25 fois 7, 175 plus 6, 181 septièmes. Voilà. Bon, il faudrait que j'aille voir sur comment les solutions, parce que je les avais tout à l'heure, les solutions par rapport à la vidéo précédente. Si je regarde les solutions, parce que je me demande si j'ai pas fait une petite erreur,
Je vais aller sur GeoGebra, ou alors sur le solver. Je vais aller sur le solver, parce qu'il y a quelque chose qui m'a l'air un peu étrange. Et regarder les solutions. Voilà, donc je vais aller sur internet et aller sur le solver WIMS, parce que c'est pas normal, parce que d'après les solutions que j'avais trouvées dans la vidéo précédente, qui étaient bonnes, hein, parce que j'ai vérifié avec GeoGebra, je ne retrouve pas quelque chose, je veux dire, une réponse par rapport à ce que je me rappelle dans la méthode numéro 1. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, je vais aller sur WIMS, unis.fr, WIMS slash WIMS, et alors bon, CGI, et là je vais aller dans rechercher solver, ouais, je vais directement taper WIMS CGI, ouais, parce que je suis dedans. -181 -2. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait être. Si je me rappelle, j'avais 13 septième en Y. Donc ce qui fait, là c'est comme si j'avais 13Y moins 2Z égale 25. Bon, j'ai 13Y moins 2Z, Z il vaut moins 3 septièmes, ce qui fait moins 6 septièmes. Moins 6 septièmes, voilà. 2 fois moins 3 septièmes. Voilà ce qui fait moins 6 septièmes. Avec le moins là, ça fait plus 6 septièmes. Donc l'autre côté, c'est moins 6 septièmes. Voilà. Si je mets tout en septième, 25 fois 7. 25 fois 7. 175 moins 6. 169. Septième. Si je divise par 7. 169 septième, oui. Mais ce qui fait que y est égal à 169 divisé par 13 fois 7. Je vais remettre la caméra. Voilà, comme ça, je vois ce que j'en suis. Au niveau... Voilà. Alors, 169 divisé par 13, ça fait bien 13 septièmes, c'est juste. J'ai bien mes 13 septièmes en Y. Donc j'ai bien 13 septièmes. C'était 13 septièmes si vous vous en souvenez par rapport à la vidéo précédente. Sinon vous allez dans le solver WIMS. WIMS et vous recalculez. Hein, voilà. Alors maintenant que j'ai le Z et le Y, je peux trouver le X. On sait bien que 1X plus 5Y moins 1Z égale 10. Bon. Le Y, le Z il vaut 13 septièmes. Une fois 13 septièmes, 13 septièmes. Le Y, non, ça c'est le Z. Le Z il vaut moins une fois moins 3 septièmes, ce qui fait plus 3 septièmes. Le Y il vaut 5 fois 13 septièmes. Voilà, et il reste X plus ceci égale 10. 5 fois 13, 65, hein. 65 septièmes, plus 3, 68 septièmes.
x plus 68 septième égale 10. Donc j'aurai x égale 10 moins 68 septième. 10 moins 68 septième, ce qui fait 70 moins 68, ce qui fait 2 septièmes. Alors vous allez voir dans le solveur, et le solveur va vous donner 2 septièmes en x, en y c'est septième, et en z moins 3 septièmes dans le solveur. Voilà, de WIMS. Donc ça c'est, vous avez l'équation qui est résolue entre les 3 points. Vous voyez que c'est une méthode plus longue, hein. Ça demande de résoudre un système d'équations. Alors c'est pour ça que je vous demande, si vous devez résoudre un système, c'est un peu plus long. C'est plus long que la méthode que j'ai faite auparavant. La méthode technique numéro 1 est plus rapide que celle-là. Bon, celle-là, ça demande de résoudre un système sans se tromper encore, parce qu'encore, il faut tout vérifier à chaque fois. Donc on a trouvé x égale 2 septièmes. Le y 13 septièmes, c'est ce que j'avais trouvé dans l'autre vidéo. Hein. Bon, voilà, et dans les deux autres vidéos. Donc c'était ces réponses-là, donc je m'en rappelle. C'était des histoires en septième, c'est pour ça qu'à un moment donné, je ne m'y retrouvais pas par rapport à la réponse que je trouvais, parce qu'il y avait fatalement une erreur de calcul. Hein. Voilà, alors maintenant, ça c'est le point de percée, C, qui est 2 septièmes, 13 septièmes et moins 3 septièmes. Technique trop longue. Hein. Technique trop longue. Donc maintenant, pour rechercher la distance AC, ça c'est le point de percée, la distance AC, c'est la racine carrée, bien sûr, de 2 septièmes moins, par rapport au point A, il faut aller chercher le point A. Le point A, c'est 0,2 moins 1, 0, 2, et moins 1. Voilà, vous calculez ceci, voilà, plus ceci au carré. Bon, et ça, vous devez trouver normalement 0,65, parce que j'ai fait deux vidéos. Elles ont été confirmées que bon, je trouvais ça une fois sur GeoBra en automatique et une fois en manuel avec la méthode Méron qui ressemble à celle-là. C'est simplement que le chemin n'est pas le même parce qu'en fait ici je travaille avec un système d'équations vu que je travaille avec la droite vue comme équation de deux plans. Et donc comme j'avais un troisième plan, les trois plans forment un système d'équations et j'ai le point de percée avec l'équation de ces trois plans. Alors que différemment, l'autre méthode était différente et c'était pas comme ça. Je travaillais avec l'équation paramétrique. Il suffisait juste de remplacer dans l'équation du plan et on ressortait directement un cas bien défini. Et ce cas, ce cas défini me donnait le point de percée directement. Donc là, cette méthode-là est vraiment plus lourde que l'autre. Hein. Donc vous faites 2 septièmes moins 0, 13 septièmes moins 2 et moins 3 septièmes moins 1, puisque le point fait moins 1, moins 1 ce qui fait plus 1 au carré, et vous calculez la distance de la droite de la droite au point A, de la droite D au point A, qui était équivalent à une distance du point de percée au point A. Voilà, je vous remercie.